Barack Obama qui reçoit Mahmoud Abbas à la Maison-Blanche. Le président américain demande aux Palestiniens de prendre des risques pour la paix. On y revient dans une seconde. 16 000, c'est le nombre total d'arrestations en Égypte depuis la chute du président Morsi, chiffre qui témoigne du combat mené par le nouveau pouvoir militaire contre le mouvement islamiste des frères musulmans. Et puis le processus de rattachement de la Crimée à la Russie est en marche. Vladimir Poutine vient de signer il y a quelques minutes le décret reconnaissant l'indépendance de la Crimée en tant qu'État souverain. Les Européens et les Américains, eux, ont prononcé les premières sanctions aujourd'hui contre des dirigeants russes et ukrainiens. Le débat du Grand Direct, on revient donc sur les négociations israélo-palestiniennes à la lumière de la visite donc de ce soir à la Maison-Blanche. Barack Obama qui a reçu Mahmoud Abbas, qui lui a tenu à peu près les mêmes propos que ceux envers Benyamin Netanyahou, c'est-à-dire prendre des risques pour la paix. La paix est-elle encore possible? Les négociations vont-elles continuer? À quel prix? Quelles concessions? On va en parler avec nos deux invités. Bonsoir David Chemla. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire européen du mouvement J-Call qui œuvre pour la paix au Proche-Orient. Bonsoir Emmanuel Navon. Bonsoir. Professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors, quand vous entendez ce soir Barack Obama demander finalement un peu la même chose à Mahmoud Abbas, vous dites que les deux sont placés sur le même plan par les Américains, ou est-ce qu'il y en a un qui traîne plus les pieds que l'autre dans ces négociations? Je ne sais pas s'il y en a un qui traîne plus les pieds que l'autre, mais en tout cas, les exigences américaines sont sur les deux côtés, et je crois que c'est la bonne démarche aujourd'hui pour pouvoir essayer d'aboutir dans ce processus qui a été entamé il y a 8 mois maintenant. Je pense que des deux côtés, si vous voulez, aucun des deux ne voudrait être responsable aujourd'hui d'un échec de ces négociations. Je crois qu'il préférait que si ça devait ne pas aboutir, que ce soit la responsabilité de l'autre. Donc on est engagé dans un processus. On ne sait pas, personne ne le sait en tout cas officiellement, la tenue des débats et des positions des uns et des autres. On verra si la proposition que va proposer John Kerry dans les semaines à venir sera acceptée. On connaîtra enfin où se situent aujourd'hui les positions des uns et des autres. Aujourd'hui, on ne peut faire que des supputations. Vous trouvez que les Américains restent sur une position de neutralité, en tout cas dans les pressions qu'ils exercent, Emmanuel Navon? Je pense qu'aujourd'hui, l'administration Obama et John Kerry essaient de donner une impression de faire pression sur les deux parties. Le président Obama, aussi bien lorsqu'il a reçu le Premier ministre israélien il y a 2 semaines, que lorsqu'il reçoit aujourd'hui le chef de l'autorité palestinienne aujourd'hui, dit qu'il faut faire des concessions pour la paix, des efforts, des risques pour la paix. Bon, tout cela, ce sont des platitudes. La question est de savoir, est-ce que les Américains véritablement vont mettre aujourd'hui Mahmoud Abbas devant ses responsabilités, alors même qu'il a déclaré, je vous le rappelle, la semaine dernière, quelques jours avant de partir aux États-Unis, qu'il ne fera aucun compromis sur ce qu'il appelle le droit au retour, que selon lui, tous les descendants des réfugiés de 1948, qu'il compte à peu près, d'après ses calculs, à 5 millions, devront avoir le droit de devenir citoyens israéliens et d'avoir des compensations financières, et que tout accord de paix avec Israël, ça c'est aussi une nouveauté, sera soumis à référendum auprès de ce qu'il a appelé les 5 millions de Palestiniens à travers le monde, je le cite, depuis le Japon jusqu'au Canada. Donc je me demande si l'administration américaine va demander à Mahmoud Abbas s'il est vraiment sérieux sur ses plaisanteries et si Obama va faire pression sur lui sur ses nouvelles déclations. Écoutez, là, on entame tout de suite le débat et je crois que c'est effectivement le but de notre soirée. Si vous voulez, dans ce conflit, pour moi, il y a un certain nombre de questions pour lesquelles il pourrait y avoir des compromis possibles. J'ai bien aussi bien sur l'aspect des territoires que des problèmes des habitants vivant aujourd'hui dans les territoires. Mais il y a un problème qui peut être au cœur même de ce conflit, c'est les narratifs. Les narratifs des deux côtés sont différents. Vous connaissez peut-être l'histoire d'un livre qui a été fait il y a quelques années, qu'on appelle l'histoire de l'autre en français, où chacun évoque son histoire. Et là, il y a un problème de narratif. Et ça, c'est là où peut-être se situe un des problèmes à résoudre. Je ne pense pas qu'on trouvera une solution là-dessus, sur ces questions-là. Il faut trouver des solutions pragmatiques
aux problèmes qui se posent. Les frontières, les réfugiés, parce qu'il y a des questions à se poser. Israël là-dessus est en droit de refuser, c'est la position que nous soutenons, de ne pas accepter le retour des réfugiés dans l'intérieur des frontières de l'État d'Israël. Par contre, dans l'État palestinien, oui, c'est tout à fait l'objectif de la création de cet État. Mais on peut trouver des solutions, et là, pour cela, il faut aussi que l'Israélien fasse aussi les concessions nécessaires, à savoir arrêter la poursuite de la construction des implantations dans les territoires, en attendant qu'il y ait des frontières. Quand les frontières sont établies, ils pourront construire du côté israélien sans problème. Quand on parle de la base de 67, là ce soir, côté palestinien, Mahmoud Abbas qui répète, ce sera sur la base des lignes de 67. Ça, c'est quelque chose que les Israéliens peuvent entendre, à votre avis, Emmanuel Navon ? Encore une fois, il a fait cette déclaration, effectivement, il parle des lignes de 67, en fait, ce qui étaient les lignes d'armistice conclues à Rhodes en 1949, qui étaient à l'époque, je vous le rappelle, entre Israël et la Jordanie, puisque c'est la Jordanie qui avait conquis la vallée occidentale du Jourdain, qu'il n'avait jamais eu dans le passé, je vous le rappelle, un État palestinien quelconque, et que ces lignes d'armistice étaient définies comme temporaires dans les accords d'armistice, et pas comme des frontières internationales. Tout le monde sait très bien qu'aujourd'hui, les négociations se mènent sur la base de ces lignes d'armistice, ce qui constitue une concession de la part d'Israël, puisque la résolution 242 du Conseil de sécurité n'exige pas d'Israël de se retirer à ces lignes d'armistice. Mais encore une fois, ce n'est pas seulement une question de narratif. Chacun a le droit d'avoir son propre narratif, mais chacun n'a pas le droit d'avoir ses propres faits. Et les faits sont qu'aujourd'hui, Mahmoud Abbas, moi je veux bien quand vous dites Israël doit faire des concessions, mais lorsqu'il dit aujourd'hui très clairement qu'il n'abandonnera jamais cette question du droit au retour, il l'a dit la semaine dernière, je n'invente rien, que pour lui c'est un droit sacré, que tout Palestinien descendant des réfugiés de 48, qui étaient à l'époque à peu près 600 000 et qui d'après les calculs de l'UNRWA aujourd'hui, ce qui est une aberration, mais enfin on pourra en parler dans un autre débat, serait de 5 millions, c'est lui qui le dit, ce n'est pas un narratif, il dit aujourd'hui qu'il refuse de négocier cette question. C'est lui qui le dit. Excusez-moi, mais le même Mahmoud Abbas, rappelez-vous, a fait des déclarations en disant que lui, natif de Safed, Tzfat, en Israël, ne retournera pas et n'aspire pas à retourner vivre à Tzfat. Donc il y a aussi cela qu'il faut entendre. Oui, mais donc, il est 1 sur 5 millions. Non, c'est pas n'importe quel Palestinien, c'est le président de l'autorité palestinienne qui dit ça. Donc ça l'engage pas seulement sa personnalité. Oui, mais je vous rappelle que la semaine dernière, il a dit clairement que tout Palestinien devra avoir le droit de choisir. Donc ça veut dire qu'il n'a pas abandonné le droit du retour. Le fait qu'il dise sur lui-même que lui ne compte pas revenir à Nazareth ou à Sfat, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas dit. Il a dit très clairement la semaine dernière que tout descendant des réfugiés devra avoir le droit de pouvoir s'installer en Israël. Donc ça veut dire qu'il n'a pas abandonné le droit du retour. Il faut savoir, il faut décider. Bon, c'est ça l'objet de la négociation, si vous voulez. Si demain, il y a un accord qui établit un État palestinien avec des frontières très claires, et que dans le cadre de cet accord, il est décidé qu'il n'y aura pas de retour à part, peut-être quelques exceptions, ça avait déjà été évoqué, vous le savez très bien, dans les négociations ultérieures, dans le cas de rapprochement de familles, etc. En tout cas, sans l'accord des Israéliens, il n'y aura pas de retour de réfugiés, vous le savez très bien. Donc, le poser comme préalable, c'est effectivement un objet, je dirais, de la négociation. Comme les Israéliens, quand ils exigent la reconnaissance de l'État juif, fait aussi partie d'un objet de la négociation. Chacun avance, je dirais, des positions. Ensuite, le problème, c'est est-ce qu'on va, oui ou non, crever l'abcès, savoir quelles sont les positions, les compromis que chacun est prêt à faire pour trouver une solution. Peut-être qu'il n'y a pas de solution à ce conflit. En tout cas, tant qu'on n'a pas vu les positions des uns et des autres ultimes, on ne peut pas répondre à cette question. Je pense qu'on peut déjà y répondre, puisqu'il y avait déjà eu en mai 2008 la proposition de Ehud Olmert à Mahmoud Abbas. Et à l'époque, Ehud Olmert avait finalement accepté un retrait de 100% d'Israël de la Cisjordanie et de la bande de Gaza avec des swaps territoriaux, mais ça équivalait à 100%. C'était 99 ou 98, mais enfin peu importe. D'accord. Et un partage de Jérusalem. Et Olmert avait accepté un retour symbolique entre 5 000 et 10 000 descendants de réfugiés en Israël. Et là-dessus, Mahmoud Abbas avait dit à Condoleezza Rice, la secrétaire d'État américaine à l'époque, je ne peux pas accepter à cause du droit au retour. Il n'avait pas dit parce que Olmert est en fin de course. D'ailleurs, à l'époque, Olmert n'était pas en fin de course, puisque c'est uniquement au mois de juillet, 2 mois plus tard, qu'il annonçait qu'il ne serait pas candidat à la tête de son parti. Donc en mai, Olmert n'était pas un canard boiteux. Et Mahmoud Abbas avait très clairement dit à Condoleezza Rice à l'époque, c'est à cause du droit au retour que j'ai rejeté cette offre. Il avait réitéré cette position dans un interview avec Jackson Deal dans le Washington Post. Donc il a déjà répondu à cette question. Alors on n'est pas encore là, au terme de la période de négociation fixée par John Kerry, mais cela approche. On sent que les deux parties semblent prêtes à poursuivre au-delà. Mais il y a aujourd'hui en tout cas une condition qui est posée là encore par Mahmoud Abbas, qui demande à ce qu'Israël, conformément à ce qui était prévu, libère le 4e contingent de prisonniers palestiniens fin mars. Est-ce que pour vous c'est important justement qu'Israël
libère ces prisonniers, même si ça va être, encore une fois, politiquement très difficile, parce qu'il s'agit de prisonniers qui sont israéliens, des Arabes israéliens. Je vous rappelle qu'à l'époque, quand Kerry a entamé cette négociation, l'exigence n'était pas sur la libération des prisonniers, mais sur le gel des implantations. Les Israéliens ont décidé, eux, de ne pas maintenir ou de ne pas mettre un gel des implantations, par contre de libérer des prisonniers. C'était donc le choix des Israéliens, dans le cas de négociation, de faire ce geste-là politique. Alors, c'était un engagement qui a été pris. 3 groupes de prisonniers ont été libérés, il en reste un 4e, selon l'accord préalable. Je pense, enfin il me semble en tout cas que le gouvernement israélien s'apprête à décider, ça sera une décision du gouvernement. Ça fait partie du processus engagé, c'était une décision, on ne fait qu'appliquer une décision prise par un gouvernement israélien il y a quelques mois. Beaucoup de ministres de gouvernement actuels nient cette version des faits, à savoir qu'il y avait un choix à l'époque. Beaucoup affirment qu'en fait il n'y avait pas de choix, que cela a été imposé par John Kerry. Ce n'était pas soit le gel de la construction, soit la libération de prisonniers. C'est que Mahmoud Abbas avait insisté sur la libération de prisonniers. Pourquoi ? Parce que sur les lignes de 67, tout le monde sait très bien que les négociations sont menées sur la base de ces lignes. Sur le gel, tout le monde sait très bien qu'à l'époque, Israël avait déjà accepté un gel au début de l'administration Netanyahou et que Abbas avait refusé de négocier. En revanche, sur la libération des prisonniers, ça c'est quelque chose de concret que Abbas peut présenter comme un gain à sa population. Donc c'est pour ça qu'il l'avait exigé. Et Saïb Arikat a dit il y a exactement 2 semaines, il a dit ouvertement, je le cite, « La seule raison pour laquelle nous négocions, c'est pour obtenir la libération de réfugiés ». Donc pour eux, c'est uniquement une libération. Ensuite, que les négociations aboutissent ou pas, de toute façon, ils savent qu'elles ne vont pas aboutir. Donc tout ce que eux les intéresse, c'est la libération de prisonniers, pas pour faire avancer la paix. C'est uniquement pour dire à la population palestinienne, regardez, on a libéré ce qu'ils appellent des héros, des shahids, des gens qui ont tué des femmes et des enfants innocents. Pour eux, c'est ça des héros. C'est ça pour ça qu'ils négocient. Encore une fois, une question narrative, c'est pour ça que c'est très important cette question-là. C'est vrai que ce sont des hommes qui ont tué des femmes et des enfants. Dans l'esprit de beaucoup de Palestiniens, ce sont des gens qui ont combattu pour leur cause avec les moyens qui n'étaient pas des moyens propres, on va dire que c'est pas sur un terrain de lutte militaire, mais en tuant des civils, mais ça fait partie de leur mythologie. Alors maintenant, la question fondamentale, si vous voulez, savoir est-ce qu'il y a une solution à ce conflit ou pas. Est-ce que ce processus, au-delà de la période des 9 mois, peut se poursuivre parce qu'au bout de 9 mois, on ne peut qu'à dégrossir le problème. Personne ne pensait qu'au-delà de 9 mois, on arriverait à une solution complète du conflit. C'est ça maintenant l'enjeu. C'est un gage pour Israël d'avoir libéré ses prisonniers. C'est vrai qu'Abbas avait raison, peut comme ça faire valoir, pour la première fois qu'il a obtenu quelque chose. Ça fait des années qu'il est président de l'autorité palestinienne, il n'a jamais obtenu. Alors que le Hamas, en libérant Shalit, le Hamas a obtenu la libération de 1000 prisonniers palestiniens. Alors, justement, valoriser la négociation comme moyen de libération des prisonniers palestiniens, je crois qu'au contraire, c'est un engagement pour valoriser la démarche politique et non pas la démarche terroriste du Hamas. Je crois que c'est important aussi de le rappeler. Vous avez l'impression que les négociations vont se poursuivre dans l'optique d'aboutir à quelque chose et qu'on va retrouver les mêmes blocages ou que ça va continuer sur le même tempo, en fait, Emmanuel Navon ? Malheureusement, l'histoire est là pour donner raison aux pessimistes, je suis désolé de le dire, mais surtout les 20 dernières années de ces négociations, les dernières déclarations de Mahmoud Abbas, la semaine dernière, le 12 mars, sur la télévision palestinienne, Abbas Zaki, qui est un membre du comité central de l'OLP et un proche conseiller de Mahmoud Abbas, a déclaré devant la télévision palestinienne que, je cite, « Allah fera venir tous les juifs en un même endroit pour que nous puissions tous les tuer ». Ça, c'est le message qu'ils font passer à leur population. Pour imaginer si un ministre israélien disait la même chose, enfin, c'est quand même impensable qu'on puisse faire passer ce message. Et quand Mahmoud Abbas dit qu'en fait, lorsqu'il parle du droit au retour, il ne peut pas l'abandonner parce que c'est ce que pensent les Palestiniens. Mais je dis, c'est comme l'histoire, c'est comme l'anecdote de cette personne qui tue ses parents et qui demande au juge de prendre en compte le fait qu'il est orphelin. C'est Mahmoud Abbas qui fait passer ce message dans ses médias et dans ses livres de scolaires que lui contrôle. Et c'est lui qui fait passer ce message que les accords de paix avec Israël ne sont qu'une étape pour libérer toute la Palestine, qu'au bout du compte, on libérera toute la Palestine, le droit des réfugiés, etc. Alors comment voulez-vous arriver à la paix s'ils font passer un message en arabe à leur population et un autre message en anglais, en français on peut trouver exactement des déclarations de ministres israéliens, non pas dans le même sens. Qui disent qu'il faut tuer tous les Palestiniens. Mais qui disent que Abbas n'est pas un partenaire pour la paix, qui disent que Moshe Yalon l'a dit il n'y a pas très longtemps, etc. Donc on ne peut pas comparer. Non, je ne compare pas le contenu. Je veux dire que vous avez aussi des avis divergents au sein du gouvernement israélien, vous le savez très bien, par rapport
à cette négociation et par rapport aux positions. Shimon Peres, le président, lui, par contre, a valorisé Abbas encore récemment comme étant un partenaire pour la paix, un homme de paix. Donc, le problème, si vous voulez, on peut s'arrêter aux phrases des uns et des autres et se dire il n'y a pas avec qui négocier. La question de savoir, et c'est ça la seule chose qui m'intéresse personnellement, s'il y a ou pas une solution à ce conflit. Et pour cela, il faut que les négociations, que les positions soient clarifiées des uns et des autres. Jusqu'où chacun est prêt à aller. Et ça, une partie tiers comme les Américains peuvent pousser ce processus en avant et les choses seront claires. Si ce n'est pas possible, ça se saura. Mais au moins, en tout cas, il faut poursuivre ce processus parce qu'il n'y a pas d'alternative à cela. L'alternative, vous la connaissez comme moi, c'est un retour ou il risque d'intifada ou pire encore dans l'avenir. Le désaccord entre nous, il est clair. C'est-à-dire que je pense que cela a déjà été prouvé 3 fois, qu'on n'a pas besoin de le prouver une 4e fois. Ça a été prouvé à Camp David à l'été 2000, ça a été prouvé avec la proposition Clinton en décembre 2000, ça a été prouvé avec Ehud Olmert en mai 2008. Je n'ai pas personnellement besoin d'une 4e preuve par A plus B. Je ne veux pas faire d'analyse des événements-là, parce que là, on rentrerait dans l'histoire pour savoir comment ces négociations s'étaient poursuivies à l'époque. En tout cas, les semaines à venir nous diront si oui ou non il y a une suite à ce processus entamé. Merci à tous les deux. Merci David Chemla de J-Call, merci Emmanuel Navon, professeur de relations internationales, de votre présence pour ce débat. Effectivement, on n'a pas fini d'en reparler. Dans un instant, on reviendra sur un épisode tragique, la tuerie de l'école Ozar à Torah à Toulouse avec un invité en direct de Paris. Cela fera 2 ans mercredi. Restez avec nous.